Un café et l'audition, le magazine de l'économie solidaire et du développement durable, animé par l'association Evel-Eco, avec ce soir Geneviève Fontaine. Bonsoir. Avec ce soir aussi un plein de chercheurs autour de la table, puisque on sort juste il y a une demi-heure du 3e colloque national Innovation sociale et territoire dont on va vous parler ce soir. Porté, lui, par la SCIC Tetris, et on a le plaisir donc d'accueillir des personnes qui viennent venir discuter avec nous, qui viennent un petit peu de partout en France. Je vais commencer peut-être par toi, Edith, si tu veux bien, et Edith Ergon. Bonsoir. Bonsoir. Donc Edith jouait le rôle de notre grand témoin dans ce colloque. Elle est venue pour entendre toutes les différentes interventions, pour pouvoir ponctuer ces interventions de temps d'échange, et puis aussi pour faire une synthèse, un regard, poser un regard sur ce qui a été dit et nous aider à avancer, puisque c'est le 3e colloque sur ce territoire, sur l'innovation sociale et territoire, mais il y en aura certainement un 4e, donc voilà, nous aider à avancer sur ce chemin. Et on va demander à Edith de se présenter un petit peu, parce que Edith vient du centre culturel international de Cerisy. J'ai pas dû le dire dans l'ordre. Cerisy. Et donc nous raconter un petit peu ce que c'est, et surtout faire découvrir aux auditeurs ce lieu magique. Que l'on a découvert pour notre part en septembre. Merci. Oui, Cerisy, c'est un château en Normandie qui poursuit une aventure culturelle familiale qui a plus de 100 ans, qui a été engagée par mon grand-père Paul Desjardins dans une abbaye bourguignonne à Pontigny, et dont l'idée c'est de réunir des gens pendant une décade à l'origine, 10 jours, pour prendre le temps de penser ensemble, et avec cette idée que pour penser ensemble, il faut vivre ensemble, partager le gîte et le couvert, se promener le long d'une allée de parc, se taire ensemble, etc. Et donc, après la guerre, ma mère, Anne Ergon Desjardins, je le fais court, a poursuivi l'œuvre de son père, mais en changeant de lieu et en s'installant en 1952 dans un château de Normandie qui est dans notre famille depuis 1819, qui est un monument historique du début du XVIIe, et pour fonder à son tour les colloques de Cerisy, qui sont des colloques, il y en a déjà eu depuis 52 700 colloques qui ont donné lieu à plus de 550 ouvrages qui se réunissent sur des thèmes très variés, philosophiques, littéraires, artistiques, scientifiques, et même cette année, l'endroit où on s'est rencontrés, un colloque sur vers une république des biens communs. Ce qui compte à Cerisy, c'est pas tant le thème que la manière dont on se rencontre, dont on débat. Cerisy est un lieu parfaitement indépendant. Personne n'a jamais dit il faut pas faire tel colloque, etc. Mais on donne le temps au débat, et on donne le temps à formulation d'une pensée. Alors on essaye aujourd'hui de se définir, je l'évoquais tout à l'heure, comme un oasis de décélération. Je confirme, c'est un oasis de décélération. Et tout est fait pour l'accueil, pour l'hospitalité, et pour que les gens qui se trouvent ensemble soient le plus disponible pour les échanges et pour l'approfondissement des idées. Donc c'est des gens qui viennent de partout, de tous les pays du monde, de tous les âges, de professions diverses, mais quand même essentiellement des grands intellectuels, des artistes, des chercheurs, des acteurs politiques et économiques et sociaux. Tout dépend des thèmes. Et plusieurs colloques sur les jardins, par exemple, ont permis de faire venir des gens très 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 variés. Mais les grands colloques littéraires ou philosophiques, c'est surtout des gens qui viennent de tout le monde. Quand on fait un colloque sur Proust, on a tous les Proustiens du monde, parce que c'est
l'auteur le plus travaillé dans les universités. Ensuite, il y a Camus, ensuite il y a Duras, etc. À ce moment-là, c'est un rendez-vous. Et pour les étrangers, c'est vivre une semaine ou 10 jours dans un bain français. Donc, c'est une affaire familiale, donc qui a 2 structures et qui est présidée actuellement, une association reconnue d'utilité publique qui est présidée par Jean-Baptiste de Foucauld, ancien commissaire au plan, qui est très engagé dans les questions d'emploi, de lutte contre les chômages, et qui a écrit un ouvrage que j'ai cité d'ailleurs l'autre jour sur l'abondance frugale. Merci Edith. On accueille aussi toujours avec grand plaisir, puisque ça devient un rendez-vous régulier, nos amis de l'Institut Gaudin à Amiens, Nicolas Chauchois. Bonsoir Nicolas. Bonsoir. Et Emmanuelle Besançon. Bonsoir. L'année dernière, Emmanuelle était doctorante et cette année, elle est docteure en économie. L'Institut Gaudin est plutôt Evaléco est partenaire de l'Institut Gaudin depuis maintenant 3 ans, avec le plaisir donc d'échanger. Au moins 4. Hein. Ah ouais, 4, le temps passe trop vite. Au moins 4. Au moins 4. En même temps, hein, c'est que du plaisir. Le plaisir, ça passe toujours trop vite. Donc l'Institut Gaudin, qui est effectivement partenaire, qui est aussi donc partenaire d'Evaléco, mais qui est aussi qui nous a aidé à penser, à imaginer comment on pouvait mettre un centre de recherche appliqué, un centre de transfert en plein cœur de la dynamique de Tetris dont on vous parle souvent. Et donc je vais demander à Nicolas de nous présenter un petit peu cet ovni dans l'espace scientifique qu'est l'Institut Gaudin, puisque ce n'est ni un laboratoire d'université ni un regroupement uniquement d'acteurs, c'est quelque chose de différent. À toi Nicolas. Oui, alors l'Institut Gaudin, c'est un centre de transfert en pratique solidaire et innovation sociale. Le premier centre de transfert de ce type-là, finalement en France, on aura 10 ans l'année prochaine. Et l'idée vient à la base d'un entrepreneur génial qui s'appelle Rachid Cherfaoui, qui menait tout un projet de territoire avec beaucoup de partenaires dans une société coopérative d'intérêt collectif à La Chapelle-aux-Paux, dans le pays de Bray de l'ex-région Picardie, et qui, par son expérience, s'est dit, mais finalement, il y a des interactions à créer entre le domaine de la recherche scientifique et puis les entreprises, les porteurs de projets, quels qu'ils soient, qui développent des projets sur les territoires structurés autour de pratiques solidaires et potentiellement porteurs d'innovation sociale, et par ce biais de changement ou de transformation sociale. Voilà. Et l'idée géniale qu'il a eue, eh bien, c'est de le créer sous forme d'association de loi 1901 et d'essayer, en fait, dès le départ, de penser l'Institut Gaudin comme une association qui allait accueillir une fonction, on va dire, de recherche et développement incarnée par des salariés qui seraient à disposition de tout type de porteurs de projets pour l'outiller toujours sur ces thématiques de pratiques solidaires et d'innovation sociale. Voilà. Aujourd'hui, on a 3 grandes activités. Une activité de recherche scientifique, c'est-à-dire que toutes les personnes salariées à l'Institut sont soit docteurs, soit doctorants. J'ai commencé moi en 2007, Emmanuel m'a rejoint en 2009. Ensuite, c'est Thibaut Guyon qui nous a rejoint. Ensuite, c'est Yannick Martel. Ensuite, c'est Sylvain Selle. Et depuis 1 an, mois pour mois, c'est Geneviève Fontaine qui nous a rejoint et qui est basée ici sur ce pays de grâce. Voilà. Ça, c'est la première activité. Somme toute assez classique parce que finalement, l'Institut, c'est une association de loi 1901. On en est salarié en CDI, mais on a tous un rattachement scientifique dans un centre de recherche, comme le disait Geneviève, qui est un centre de recherche universitaire. La deuxième activité, c'est ce qui a un petit peu fait notre originalité aussi dès le départ. On a un comité d'orientation, qui est assez souple d'ailleurs finalement, qui est composé de membres du conseil d'administration de l'Institut, de ses salariés, et puis de partenaires privés et publics. Et tous les 3 ans, ils vont nous demander de travailler sur une thématique avant-gardiste. On l'appelle comme ça, c'est-à-dire une thématique sur laquelle on ne sait pas encore bien faire. Et finalement, on a besoin de... émergente. Voilà, émergente, c'est ça. Et au sein de laquelle ils estiment que l'on a besoin de travaux de recherche et développement, et bien pour y voir plus clair et pour aller plus loin. Voilà. La première thématique, c'était les pratiques solidaires. À partir de 2011, on a beaucoup travaillé sur l'innovation sociale. Et depuis maintenant 2 ans, on travaille sur l'évaluation des impacts et des transformations sociales des projets porteurs d'innovation sociale.
nationale. Voilà. Au sein de l'incubateur porté par la SCIC Tetris, donc où un centre de recherche animé par Geneviève existe, on réutilise les outils produits par l'Institut pour accompagner le territoire et les porteurs de projets du territoire dans une démarche d'innovation sociale et en travaillant aussi avec les principes de solidarisation, puisque la SCIC Tetris porte un pôle territorial de coopération économique avec une orientation économie solidaire. Donc on a besoin des outils qu'apporte la recherche pour pouvoir effectivement accompagner valablement les porteurs de projets dans ces trajectoires. Et enfin, Claire Brosseau. Voilà, on accueille aussi Claire qui est venue comme intervenante sur le colloque, que je vais te laisser te présenter. Voilà, Claire, qui nous a parlé effectivement d'une réinvention de la manière de faire de la recherche et lors de ce colloque. À toi, Claire. Oui, moi je suis venue ici avec plusieurs casquettes. D'abord en tant que chercheur en sciences sociales, en tant qu'activiste et en tant qu'entrepreneur. Et je suis venue parler de possibilité de créer un tiers-espace scientifique sur le territoire de Lyon-Saint-Étienne, à l'échelle de la métropole, qui permettrait de faire travailler ensemble des chercheurs et des acteurs du territoire dans une perspective d'innovation sociale avec un certain nombre de critères qui permettent notamment de pouvoir se référer à de l'utilité sociale et environnementale dans la pratique de recherche, des critères aussi de co-contribution avec les participations, donc clairement dans un des critères d'innovation sociale, participation des usagers et de l'ensemble des partenaires à la production de la recherche. Et puis d'autres critères aussi qui sont liés plus au modèle économique et garantir une valeur contributive de l'usager dans la production de la recherche, c'est-à-dire que lui aussi puisse avoir un retour sur investissement entre guillemets. Voilà. L'investissement étant la contribution. Étant la contribution, tout à fait, du temps, de la compétence, pas forcément sous la forme d'argent d'ailleurs, mais en tout cas un retour sur investissement. Oui. Merci. Bien, je vous propose qu'on fasse une petite pause musicale après ces présentations et puis on rentrera dans le vif du sujet tout de suite après. Après les présentations, eh bien on va peut-être parler du colloque, de son thème et un petit peu plus donc de détails et puis de ressentis. Oui, alors je vais essayer de recadrer très rapidement pour pas prendre justement sur l'expression des ressentis et les conclusions qu'on peut en tirer. Donc c'était la 3e édition du colloque Innovation sociale et territoire. La nouveauté cette année, c'est que on passait à un format sur 2 jours et qu'on quittait le musée international de la parfumerie qui nous a accueillis gracieusement pendant 2 ans pour aller au théâtre de Grasse, pour répondre aussi à la demande qui était plus nombreuse, la salle étant plus grande. Le thème de cette année, c'était de réfléchir sur qu'est-ce qui pouvait rentrer dans un écosystème territorial d'innovation sociale qui serait en même temps propice au développement durable. Donc on retrouve les thèmes de Tetris, transition écologique territoriale par la recherche et l'innovation sociale. Donc on retrouve ça, et puis on retrouve aussi la volonté de la communauté d'agglomération du Pays de Grasse de réfléchir à comment on peut faire de l'innovation sociale un moteur de l'identité et du développement de ce territoire. Développement pas uniquement économique. Pas uniquement économique. Pensez vraiment, c'est pour ça que j'ai juste utilisé le mot développement, pensez beaucoup plus largement et de manière beaucoup plus systémique. Alors, du coup, on a rassemblé des acteurs et des chercheurs. C'était un colloque gratuit aussi pour qu'il reste ouvert aux habitants, à tous ceux qui avaient envie de venir. Et pour nous, ça c'est important. Et puis on a essayé de mailler. Il y avait des sessions. On regroupait 3, 4 maximum intervenants. On leur avait demandé d'intervenir sur des temps relativement courts pour aussi rester accessibles. Et puis on a essayé de regrouper à chaque fois des acteurs chercheurs, des chercheurs acteurs ou des acteurs et des chercheurs. Enfin, à chaque fois on essayait de mailler. Et puis parfois des acteurs qui sont un peu
des chercheurs. Voilà, toujours dans ce dialogue entre qu'est-ce qui se fait concrètement et comment on peut le penser, le réfléchir. On a commencé le premier jour par rapidement partager une culture commune, se mettre un petit peu dans le bain sur l'innovation sociale, sur la thématique des communs aussi qui était relativement présente et dont on vous a déjà parlé sur l'antenne d'Agora Côte d'Azur. On a ensuite, on est passé par un temps où on a essayé de voir quels étaient les liens entre innovation sociale et développement durable, au travers de l'économie verte, mais aussi au travers de l'économie de la fonctionnalité. On s'est interrogé aussi sur qu'est-ce qui pouvait faire la gouvernance de ces endroits où on est plusieurs acteurs différents, hétérogènes, et on essaye de construire ensemble des solutions, des réponses, où on essaye de rêver le territoire, où on essaye d'aller vers ce rêve. Donc on s'est interrogé... C'était beaucoup particulier sur ce qu'étaient les pôles territoriaux de coopération économique. Oui, il y a eu plusieurs interventions de pôles territoriaux de coopération économique, ce qui nous a permis de voir aussi qu'il y avait des choses qui revenaient, des régularités, mais qu'il y avait aussi des manières de les présenter de manière très très diverses. Et je pense qu'Edith reviendra sur la manière dont on nous a présenté le pôle de coopération économique, pôle territorial de coopération économique OCRA, autour de la couleur, matière et couleur du Luberon, et qui était un grand moment effectivement de poésie aussi. Donc voilà, différentes manières de les présenter. On s'est intéressé aussi à qu'est-ce que pouvaient nous dire les habitants, si on réfléchissait en termes d'habitants, de consommateurs, de citoyens, mais on élargit aussi, on a réfléchi aussi comment on plaçait l'éducation, et pas seulement l'éducation formelle de l'éducation nationale, mais toutes les formes d'éducation dans cette manière de faire système ensemble pour faire du vivre ensemble aussi sur le territoire. On a interrogé aussi des espaces invisibles, des tiers espaces, des tiers lieux qui peuvent être dans une espace d'invisibilité actuellement. Et puis dans le deuxième jour, on a passé du temps sur les espaces ruraux, les innovations sociales d'hier à aujourd'hui, en reparlant des sections de communes, en parlant des sections de communes et de leur avenir, en faisant un détour par le Maroc, puisqu'il y avait aussi un intervenant marocain et une intervenante italienne. Ensuite, on a eu un temps assez fort, effectivement, où 4 présentations différentes sur l'entreprise ou l'entreprendre autrement. Et puis cet après-midi, pour finir, on s'est interrogé sur les outils, les méthodes qui nous permettaient éventuellement d'appréhender ça. Et on a fini par un temps de réflexion sur et quelle était la place de la recherche dans tout ça. Est-ce qu'il fallait pas changer de regard et changer les manières de faire de la recherche? Donc une nouvelle façon d'aborder un territoire qui mêle la collectivité territoriale, l'apport des chercheurs sous les différentes formes de recherche et les postures des différents acteurs, tout ça devant se mettre en mouvement pour un développement local durable. C'est de ça dont on a parlé pendant 2 jours. Voilà, et donc on va entendre après les informations régionales le ressenti des acteurs et des chercheurs qui étaient présents à ce colloque. On va discuter sur les ressentis, ce que vous avez. Qu'est-ce qui a manqué, Edith, durant ces 2 jours de colloque? D'abord, il y avait un trop-plein. Alors, je ne sais pas ce qui a manqué. Ce qui a manqué, c'était très riche. On a eu des pauses un petit peu brèves. Où le café était trop chaud pour pouvoir être bu. Ça, en termes de contenu, on n'a pas parlé de la mobilité. De la mobilité ou des mobilités? De la mobilité ou des mobilités, comme vous voulez, alors que c'est un enjeu contemporain, prospectif, absolument majeur, qu'aujourd'hui on lie d'ailleurs beaucoup à mobilité et migration. Moi, j'ai par exemple commis dans mon incompétence absolue pour France Volontaire un rapport sur les mobilités et les migrations dans l'espace caribéen et leur effet sur le changement climatique pour la COP21. Vous voyez, donc je crois que les mobilités, ce sont liées au territoire. C'est difficile de penser un territoire sans penser le mouvement au sein de ces territoires, des mobilités physiques entrantes et sortantes, des mobilités internes, des mobilités cognitives, c'est-à-dire la une formation,
Oui, la capacité à changer, la capacité, etc. Donc je trouve que, et ce qui permet aussi d'associer au territoire celui qui est la notion qui est essentielle, c'est les réseaux. Parce que on peut pas dire qu'on est uniquement dans un monde de réseaux, mais si on n'introduit pas les réseaux, on a tendance à voir le territoire comme un lieu d'ancrage fermé, etc. Alors qu'aujourd'hui le territoire est à complètement reconcevoir et que les échelles, l'emboîtement des échelles est à reconsidérer sans arrêt. Donc il y a des choses, on est tous multi-territorial, on a tous une multi-appartenance. Il y a des choses qu'on fait dans son voisinage, il y a des choses où on va beaucoup plus loin. Donc selon les activités, c'est la manière, je crois, de mettre en mouvement. Le mouvement, c'est, on citait Alain Berthoz tout à l'heure, je ne sais pas qui, mais c'est le 6e sens. Donc voilà, j'ai trouvé que ça manquait un petit peu de mouvement. C'est pour ça que j'ai été vérifier que dans la définition de l'écosystème, il y avait bien le mot dynamique. C'est comment on met en mouvement des acteurs et des êtres vivants, d'ailleurs, humains et non humains, parce que la relation avec la nature dans les territoires n'a pas non plus été très développée. Oui, on n'a pas beaucoup parlé des animaux, des forêts, et pourtant on est dans une nature magnifique à Grasse, et le territoire en profite quand même beaucoup. Alors qu'on cherchait aussi à définir un écosystème territorial propice au développement durable, et effectivement on a eu peu d'interventions sur le non-humain et sur la nature, tout à fait. Pour toi, Emmanuel, qu'est-ce qui était en trop et qu'est-ce qui a manqué? Je dirais le temps au regard de tout ça. C'est vrai qu'il y avait beaucoup de sujets à traiter, et je pense que voilà, ce qui nous a le plus manqué, c'est le temps. Peut-être envisager un colloque sur 3 jours pour pouvoir traiter de toutes les facettes du développement durable et de l'innovation sociale. Moi, je me suis régalée. En dehors de ces absences, j'invite les auditeurs qui nous écoutent à participer au colloque l'année prochaine s'ils n'ont pas pu être présents cette année. Et puis au-delà de la qualité des interventions et des interactions, j'ai aimé la diversité des participants. Il y avait des acteurs de l'économie sociale et solidaire et des chercheurs d'ici et d'ailleurs. Il y avait des clubs d'entreprise, il y avait des collectivités, il y avait des habitants, tous experts de quelque chose, tous présents pour partager leur point de vue, leur expertise. Et puis pour revenir à la thématique qui était vers un écosystème territorial d'innovation sociale propice au développement durable, et bien avec la conclusion magistrale que nous a faite Edith, il y avait pas mal d'éléments, pas mal d'ingrédients sur lesquels on pourra travailler pour l'année prochaine. Il a notamment été question de la nécessité d'avoir des lieux qui fabriquent des liens, de partir des personnes qui vivent sur les territoires, d'articuler des savoirs scientifiques, des savoirs professionnels, des expériences sensibles, des pratiques artistiques. Et je crois qu'il y avait un petit peu de tout ça dans ce colloque. Donc malgré les manques, merci à tous ceux qui ont œuvré pour que le colloque soit ce qu'il a été, c'est-à-dire une réussite. Edith, tu as dit aussi pendant le temps du colloque qu'il manquait de l'éducation populaire. Non, j'ai interrogé la personne qui nous parlait d'éducation en nous disant toutes les difficultés qu'il avait. Donc là, c'était l'éducation nationale. L'éducation nationale, disant il y a peut-être d'autres types d'éducation qui permettent d'appréhender ces choses. Moi, si je donnerais un petit avis critique pour l'avenir, c'est, je considère que des chercheurs qui viennent nous exposer les résultats de leur thèse, sans savoir d'ailleurs bien contrôler leur temps, n'ont rien à faire dans ce type de manifestation, et qu'il faut vraiment que le dialogue chercheur-acteur soit une condition et qu'une expérience, j'en ai parlé, j'ai appelé à des personnages hybrides, et ceux qui ont été le plus intéressants pour moi, c'est ceux qui ont à la fois des expériences d'acteurs et des expériences de chercheurs. Alors tout le monde nous dit maintenant, même les chercheurs, qui vont créer leur start-up et qu'ils vont devenir des acteurs, mais je pense vraiment, et nous avons eu, il faut le dire, un moment de grâce, un moment exceptionnel qui était où on nous a invités à fermer les yeux et où en même temps la présentation a été tout à fait remarquable. C'est cette présentation à partir de la matière de l'ocre. Et là, j'ai compris ce que c'était qu'un... comment vous l'appelez là, un pôle territorial de coopération économique. Et c'était quelque chose, alors que avant j'avais l'impression d'une invention technocratique terrible. Là, il y a eu sur matière et couleur. Et la manière dont des individus s'étaient engagés pour créer des choses, ont créé, construit une SIC. Et progressivement... Une société coopérative d'intérêt collectif. Progressivement, on su faire évoluer
leur projet pour devenir quelque chose de tout à fait important et de conseil, etc., ça m'a paru tout à fait remarquable. Il y a eu plusieurs exposés qui ont montré le développement de processus d'apprentissage, recherche-action, qui créent des stratégies et des développements extraordinaires. Il y a eu Cherkaoui, puis il y a eu le type dans un autre domaine des hôtels à rats. C'est complètement autre chose, mais on est sur des démarches recherche-action, expérimentation, innovation, sur des processus très ancrés sur des territoires. Rachid Cherfaoui, c'est la maison de l'économie solidaire en Pays de Bray. Et donc Rachid a raconté l'histoire de la maison de l'économie solidaire, comment arrivant sur un territoire... C'était une épopée. C'était une épopée, tout à fait. Et quant à l'hôtel Arras, on est là vraiment sur quelque chose de totalement nouveau, puisque c'est une entreprise adaptée, donc des entreprises qui font travailler des personnes en situation de handicap, qui investissent le champ de l'hôtellerie et qui créent donc un hôtel avec des pratiques solidaires en lien avec les acteurs d'un territoire et notamment les acteurs de l'insertion par l'activité économique qui vont mettre à disposition le personnel qui va entretenir les chambres, mais aussi les productions locales de confitures, de miel, d'huile, etc. Claire, pour toi, recherche scientifique, la dimension éducation populaire dans ce que tu nous as présenté, tu y trouves du sens ou pas du tout? Alors sur ce point justement, je voudrais préciser que moi ce colloque je l'ai vécu comme un concentré d'éducation populaire, notamment à travers la mixité et la diversité dont on a parlé tout à l'heure, à travers la bienveillance et la générosité à travers laquelle on a été accueillis. Mais ça c'est l'hospitalité grassoise. Oui, mais ce sont des critères qui marquent, qui prouve qu'il y a une volonté de faire des chemins de traverse entre tous les secteurs et tous les participants à ce colloque, et ça traduit certainement aussi la philosophie ou l'idée de votre association ou du Tetris, mais avec ce colloque, le fait qu'on ait des habitants, des chercheurs et que tous ces gens cohabitent les uns à côté des autres et dialoguent ensemble, pour moi c'était un beau concentré d'éducation populaire. Donc du coup, en effet, ça fait sens par rapport au projet de tiers-espace scientifique où l'idée c'est de faire cohabiter là aussi plusieurs catégories de population et que chacun s'approprie l'universalité de la science à travers des apprentissages multiples. Moi, ce que j'ai entendu, c'est aussi la réappropriation de la science. Oui, tout à fait. Aujourd'hui, la science, elle est de plus en plus éloignée de la société civile. Et là, l'enjeu, c'est pour différentes raisons. Je rentrerai pas dans les détails, je l'ai présenté tout à l'heure, mais en tout cas, cet éloignement et cette fermeture de la science fait que il y a une nécessité de rapprocher la science de son public. Et pour ce faire, il faut que chacun coopère ensemble, et donc on passe nécessairement par des outils issus de l'éducation populaire, mais aussi des outils qui sont déjà efficients dans d'autres domaines qui sont liés à l'intelligence, des outils d'intelligence collaborative, collective, mais aussi des outils numériques qui permettent aussi à chacun de collaborer, de s'approprier des données, des publications, des notions, etc. De la compréhension de la démarche scientifique aussi, ça, pas simplement de la technoscience. Tout à fait. Nicolas, écoute, à toi aussi, je te pose cette même question. Qu'est-ce qui a manqué? C'est bien de faire des compliments, tu peux aussi, mais ce qui a manqué, c'est bien. En fait, j'ai réfléchi. En réfléchissant, je me disais, il a peut-être manqué un temps réflexif, mais en fait, c'est pas un manque. Je pense que il faudrait pas en fait tomber dans un piège qui est de tout de suite repenser la 4e édition de ce colloque, qui de toute façon se fera. Je pense qu'il faut prendre un temps et il faut pas sous-estimer la durée et l'importance de ce temps. Il faut absolument
absolument maintenant qu'on arrive à travailler et à reprendre, à avoir un retour réflexif sur tout ce qui a été dit pendant 2 jours, de pas tomber dans le piège d'essayer de tirer des idées un peu de chaque intervention individuelle, mais d'essayer de trouver justement ce qu'il y avait entre ces interventions et d'essayer d'identifier des thématiques transversales qui, je pense, vont pleinement et d'une manière assez remarquable potentiellement répondre à la question qui était posée justement sur ce colloque. Il y avait des habitants de Grasse et de la communauté de Grasse lors de ce colloque, mais je pense que ça pourrait être intéressant, vous ici, d'échanger à nouveau une fois que avec les institutions publiques aussi et les acteurs comme le club des entrepreneurs ou d'autres interventions assez remarquables qui ont eu lieu, de voir ensemble par rapport à cette thématique transversale si vous n'avez pas là justement des premières pistes de réponse et d'aller vers ce que l'on appelle aujourd'hui des écosystèmes d'innovation sociale et qui clairement restent à construire. Geneviève ? Moi, j'ai été dans la posture de l'organisatrice. Toi, tu avais une posture différente. Voilà, donc voilà. Compliqué. Pardon ? L'organisatrice qui aimerait bien pouvoir parler. Voilà, exactement. Et qui peut rien dire, qui peut rien compléter, et voilà. Donc vous qui me connaissez un peu sur l'antenne, vous savez que ça a dû être dur, mais bon, non, ça a été très agréable. Geneviève a parlé, messieurs dames. Ça a été, pour moi, c'est l'aboutissement de près de 8 mois de travail, de maillage surtout, d'aller à la rencontre à la fois des acteurs sur les différents territoires qui étaient pré-représentés, à la rencontre des chercheurs, faire ce travail aussi d'aller chercher, de décloisonner les champs de la recherche, c'est-à-dire d'aller aussi bien sur des colloques qui étaient sur ou des réunions sur l'éducation, l'environnement, au développement durable, sur des colloques sur la géographie, sur des colloques sur l'économie sociale et solidaire, pour essayer justement de ramener. Moi, j'ai simplement, on a essayé et on n'a pas réussi cette année, mais je pense qu'on n'est pas loin. Il y a un pont à faire avec les physiciens. Parce que ils ont des manières de penser justement l'environnement autour de nous et ils ont des alors on l'a un tout petit peu fait cet été déjà, on a rencontré des physiciens et on va peut-être aussi aller du côté des biologistes, ça aurait presque plus de sens. Voilà. Hein. Les physiciens, les biologistes, c'est la manière dont ils appréhendent justement cette idée de système. Pour moi, les physiciens apportent aussi des mécaniques de réflexion et la manière de concevoir les liens, les flux, etc., qui peuvent être intéressants aussi dans notre schéma de pensée. C'est une des questionnements, c'est comment arriver à comprendre ou à ressentir ou à identifier les signaux faibles, Edith. Et ça, je crois que c'est un des éléments de la prospective qui sont importants. Et on se posait la question sur un territoire, avec quoi on peut s'outiller pour que... D'abord, il faut faire ce que j'ai été très très étonnée de ne pas entendre, c'est un diagnostic de territoire. Toute démarche sur un territoire, alors il y en a qui l'ont marqué, notamment notre ami du Maroc, mais il y a un diagnostic de territoire et il y a même une chose que moi j'apprécie particulièrement, c'est de faire des portraits identitaires de territoire. Il y a un groupe qui s'appelle Co-Managing, vis-à-vis duquel moi j'étais réservée au départ, et puis j'ai été invitée à faire la démarche de portrait identitaire de la Manche, et j'ai trouvé que c'était absolument magnifique, parce qu'on ne va pas parler du développement local classique, mais du ciel, des couleurs, et de toutes les qualités d'un département qui n'a pas tous les avantages de la Côte d'Azur, mais qui a un avantage, c'est qu'il fait beau plusieurs fois par jour. Et donc le fait qu'il fasse beau plusieurs fois par jour, ça crée des ciels et ça crée des couleurs que vous ne pouvez pas connaître dans un pays comme celui-ci. Ah, nous, on est très attentifs à notre lumière. Je peux vous affirmer que la lumière à Grasse n'est pas la lumière de Nice. Voilà. Et ces signaux faibles, alors comment parce que les signaux faibles, pour moi, il faut que pour parler des signaux faibles tels que je les considère, il faut qu'on parle des gens. Il faut qu'on considère la manière dont les personnes vivent, dont elles sont en capacité de résoudre les difficultés qu'elles rencontrent quotidiennement, que les institutions sont absolument incapables de résoudre, mais qu'elles, dans leur quotidien, apportent des initiatives, etc. Donc il faut ouvrir tout grand les yeux et les oreilles. Mais si on commence par parler de gouvernance, si on parle de social institué, on va pas trouver les signaux faibles. Hein. Donc c'est la rencontre.
il faut mettre au cœur les habitants, les usagers, les gens qui ont la capacité de vivre et de travailler sur leur territoire. Je crois qu'on nous fait des signes. Oui, on nous fait des signes parce que effectivement, il va être l'heure et qu'il faut pas qu'on se laisse embarquer encore une fois dans une discussion qui va nous amener bien loin. On va continuer. Donc, je crois que là, on va suivre le conseil de Nicolas, c'est-à-dire avoir un temps réflexif sur tout ce qui s'est passé, rechercher des thématiques transversales, creuser cette piste des signaux faibles, et puis on vous proposera une 4e édition lors du mois de l'ESS de l'année prochaine. Et d'ici là, on vous donne rendez-vous dans tous les événements du mois de l'ESS. Après le colloque de Cerisy sur l'avenir du commun. Et en attendant, vous pouvez retrouver toutes les activités de la SCIC Tetris au 23 route de la Marigarde. Belle soirée à toutes et tous.